Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, une grève qui bat des records. Voilà 24 mois que l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales observe un mouvement d'humeur. À corps et à cri, les syndicalistes réclament l'application de l'article 29 de la loi 2011-08. L'issue de la grève reste incertaine. La tutelle regrette des incidences budgétaires. Vous entendrez le ministre. Dans l'actualité également, immigration clandestine, des familles sans nouvelles de leurs proches depuis février dernier. Le collectif lance un SOS témoignage à suivre. À la une également, la cherté de la facture céréalière pour les ménages. Le prix du maïs et du sorgho sont pas particulièrement chers. Reportage édifiant à suivre. Réorganisation institutionnelle des organes de l'État, rationalisation des dépenses publiques, efficacité de la gouvernance publique. 3 raisons qui ont poussé le président de la République à dissoudre la Commission nationale du dialogue des territoires. On vous explique tout. Voilà pour les titres, les détails dans un instant. Mais d'abord, ce mouvement d'humeur qui bat des records. Voilà 24 mois que l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales demande à corps et à cri l'application de l'article 29 de la loi 2011-08, loi promulguée, vous le savez, en 2011 et qui prévoit des améliorations significatives des conditions de travail et de rémunération des fonctionnaires locaux. Yaiko Manjai. En grève depuis 2 ans, l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales s'est dit déterminé à poursuivre le combat. Ces travailleurs se sont réunis aujourd'hui pour interpeller les nouvelles autorités qui, selon eux, font sourde oreille. Ce qui se passe, le paradoxe, c'est pendant que nous réclamions ces droits-là, au même moment, on a augmenté l'indemnité des maires, des adjoints aux maires. Au même moment, on a augmenté l'indemnité des receveurs percepteurs municipaux. Et l'État fait la sourde oreille. Et pourtant, nous, intersyndicales, nous avons des solutions de sortie de crise. Moussa Sissoko, secrétaire général de la Fédération générale des travailleurs, est revenu sur la conduite à tenir après toute démarche auprès des autorités pour des solutions idoines à leurs revendications. Quand le ministre nous a reçus, malheureusement, ce qu'il nous avait proposé en nous disant d'aller vers un groupe de travail. Nous n'avons pas trouvé ça pertinent. Un travail qui a été déjà fait en amont. Comment vous pouvez revenir demander aux gens de faire le même travail? C'est comme si on n'avait pas confiance aux gens qui étaient là et qui avaient déjà fini de faire le travail. Ces travailleurs souhaitent que leur statut soit respecté ainsi que leurs doléances. Nous avons des droits dans ce pays-là. Lui, il a des droits comme nous autres. Il faut qu'il respecte les travailleurs des collectivités territoriales. Cette image écornée-là, qu'on a des travailleurs des collectivités territoriales, doit disparaître. Tous les pays qui se sont développés dans le monde l'ont commencé par la base. Et la base, c'est les collectivités territoriales. Au terme de cette rencontre, les grévistes appellent les autorités à ouvrir les portes du dialogue. Sinon, de nouvelles stratégies seront mises en place les jours à venir. Et la tutelle attire l'attention sur l'incidence budgétaire de l'application de cette loi. Voici le ministre Bala Moussa. 7 agents qui sont des fonctionnaires et qui ont le droit de revendiquer cette indemnité. Et nous sommes prêts, et encore, même s'ils revendiquent cette indemnité, si nous retournons dans la loi de 2011, la loi dit clairement que c'est la municipalité qui a la responsabilité de le payer. Même là, la loi de 2011 respecte pleinement l'esprit de la décentralisation. Mais nous sommes prêts, pour tout maire qui a des difficultés, de les accompagner pour le respect de l'égalité entre les fonctionnaires, qu'on soit au niveau central qu'au niveau décentralisé. Par contre, pour le travailleur qui a été recruté par la municipalité, qui a son âme et conscience est conscient qu'il n'est pas un fonctionnaire, nous lui demandons, après 2 ans de grève qui n'a rien à voir avec les salaires, ils percevaient tous leur salaire, grève qui était juste liée à une indemnité. Et cette indemnité, aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'y a aucune base légale. Même le décret portant sur les agents non fonctionnaires ne parle pas de l'indemnité compensatoire. Donc ça n'existe aucune base légale. Partant de là, nous leur demandons de retourner servir le peuple sénégalais, de retourner servir au niveau de leurs postes respectifs
et de comprendre, et nous comprenons qu'effectivement, peut-être qu'il y a eu des dirigeants qui n'ont pas voulu, avec courage, leur dire que vous demandez une chose auquel vous n'avez pas droit et c'est contraire à l'esprit, mais nous ne pouvons pas nous permettre véritablement d'ouvrir une porte qu'on ne pourra pas fermer et qui déroge à l'esprit de la libre administration et de l'autonomie de gestion. Par ailleurs, je tiens à informer que quand on a fait l'évaluation de l'impact budgétaire de leurs revendications, on parle quasiment de 61 milliards de francs CFA. Blocage des camions sénégalais à la frontière gambienne. Le trafic a repris après plusieurs accords retrouvés entre les deux pays. Explication Bakary Conté. Les transporteurs sénégalais ont levé le boycott sur la Transgambienne ce matin, après des accords signés entre les deux pays. La traversée du pont de Farafenni, qui était payée à 30 000, est fixée aujourd'hui entre 18 000 et 20 000 francs CFA. Certaines taxes policières et douanières qui coûtaient cher pour les transporteurs sénégalais ont été annulées. Le paiement de la balise, qui était le motif de la grève, a été aussi suspendu. Les autorités gambiennes ont aussi promis de mettre fin aux tracasseries policières monnaie courante sur la Transgambienne. Les conducteurs sénégalais demandent le respect des accords signés entre les deux pays afin d'éviter ces conflits entre Sénégalais et Gambiens. Immigration irrégulière, les proches de candidats disparus lancent un cri de détresse. Une vingtaine de familles sans nouvelles depuis février 2024. Aminata Maresso. Depuis le mois de février, le 13 février, difficile de sortir un mot pour cette épouse à la recherche de son mari, un mari perdu de vue depuis le 13 février 2024. Aïssata Ndiaye et ses deux enfants font partie de ces familles sénégalaises sans nouvelles de leurs proches, partis à l'aventure dans le désert de la Méditerranée. Mon époux a quitté le Sénégal pour l'aventure. Depuis le 13 février, je n'ai pas de ses nouvelles. Je suis déboussolée. Ces deux garçons aussi. Le 13 février, le soi-disant voyage remonte au mois de février 2024. Une embarcation avec à bord 140 candidats à l'immigration clandestine. Une aventure qui semble aujourd'hui tourner au cauchemar pour les candidats, mais aussi leurs familles. Le 13 février, Moi, c'est mon fils aîné qui avait pris l'embarcation. Et depuis son départ, je n'ai plus de ses nouvelles. Une absence qui me hante, qui hante sa femme et ses deux garçons de 1 et 2 ans. Attention. Nous, collectif des parents, des personnes disparues, nous cherchons nos frères. Depuis le 13 février, j'ai deux frères, deux frères et deux cousins. Mon frère, même sans mon même père, il est dedans parce qu'il était à Dakar, il travaille ici. Il fait le menuisier aluminium. Donc il a quitté à Dakar le 26 mars. Le 26 janvier, il est parti en Mauritanie. Donc il a pris le pirogue le 13 février. Depuis lors, on n'a pas de nouvelles de lui. Des familles dans le désarroi, des mamans, des tantes, des sœurs qui ont aujourd'hui perdu goût à la vie depuis le départ de leurs proches. Hamza, tu es où? Tu manques à ta famille. Tu manques à ta maman qui est alitée depuis ton départ. Elle est clouée au lit. Elle ne mange plus. Elle ne dort plus. S'il te plaît, fais signe de vie. Aidez-nous à retrouver Hamza. 7 mois. 7 mois dans la peine de ne pas revoir son fils. Et c'est dur et c'est difficile. Je ne dors plus. Je ne mange plus à ma faim. Awa Galadio Thiam, Aïssata Ndiaye, Safiatou Thiam, autant de femmes
qui vivent aujourd'hui le mal de l'émigration. Moi, c'est mon neveu qui a pris l'embarcation. Il est parti à l'aventure. Au début du voyage, je l'appelais et j'arrivais à le joindre avec son numéro de téléphone. Mais depuis quelques semaines, il n'est plus joignable. Et c'est ce qui m'inquiète. C'est ce qui inquiète sa maman, qui est alitée également. Elle habite Ben Barak. Depuis le 13 février, ou même avant ça, nos enfants, ils sont où? On ne sait pas. Bon, nous, on peut faire n'importe quoi, on ne peut pas trouver l'occasion de les sortir. Mais, à mon idée, entre gouvernement et gouvernement, normalement, il peut se parler, il peut s'entendre, il peut se déplacer pour trouver les enfants. Un seul appel, une seule bataille, l'intervention de l'État sénégalais pour sortir leurs proches des mains des ravisseurs qui se trouveraient dans le désert de la Méditerranée. Merci Aminata. Toute autre chose à présent, Bureau d'information et de communication gouvernementale. Le nouveau directeur installé officiellement, Mame Gorgom, se dit conscient de la lourdeur de sa mission et compte travailler avec la meilleure équipe. Et renforce ma détermination à servir loyalement l'État et ce digne peuple sénégalais. Mesdames et messieurs, permettez-moi d'exprimer ma gratitude envers le président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et son Premier ministre, M. Ousmane Sonko, pour la confiance qu'ils ont placée en moi. Cette confiance m'oblige et je suis déterminé à réussir cette mission ô combien élevée avec tout le dévouement et l'intégrité requises en contribuant à la visibilité des actions du gouvernement dans une démarche inclusive. Je m'attelerai à travailler avec la meilleure équipe possible, celle qui épousera la vision des autorités qui ont une idée claire pour sortir notre pays des griffes de la pauvreté, de l'injustice sociale. Les acteurs de la presse disent satisfaits de la journée sans presse observée hier. Un signal fort a été donné selon eux. Cheikh Ngoné Diop. La grande majorité des grands groupes de presse étaient dans le noir. Hier, la journée sans presse est passée par là. Un mot d'ordre bien suivi. La situation est assez grave et on a pu le mesurer grâce justement à l'action qui a été enclenchée hier avec une journée sans presse. Si bien donc, c'est une mesure phare, n'est-ce pas, de toute la presse, donc une solidarité de place consistant peut-être à frapper un peu les imaginations, à fouetter également ces mêmes imaginations pour que au moins quand même le problème soit posé une bonne fois pour toutes et que ceux qui doivent justement se pencher sur la question saisissent l'opportunité de cette situation d'hier pour véritablement aller dans ce sens-là. Et je crois donc que d'une certaine façon quand même, le cri a été bien perçu. Que aussi ceux qui ne sont pas associés peut-être à cette journée sans presse et qui ont pensé ils devaient faire ce qu'ils ont fait, ils sont un peu isolés aussi du groupe. Et que fondamentalement, ce n'est pas eux qui tiennent en réalité la presse sénégalaise, ce n'est pas eux. En vérité. Les conséquences de cette journée sans presse sont multiples. Donc c'est un pilier de la démocratie. Or, ce pilier, il faut le maintenir, il faut le préserver, il faut le fortifier, il faut le consolider. Et à mon sens, il faut aussi l'écouter. Parce qu'après tout, quand même, pour avoir été de toutes les batailles qui ont contribué à l'ancrage démocratique, mais qui ont contribué également à la formation des opinions dans ce pays. La presse, à mon avis, surtout privée, a joué un rôle extrêmement important dans la solidification, évidemment, de cette démocratie sénégalaise. La presse sénégalaise est en difficulté et le courant ne semble plus passer entre gouvernement et certains patrons de presse. Et pour sortir de cette situation, des discussions s'imposent. La grève des acteurs des médias a fait le tour de l'actualité internationale. Revue de presse avec Dissa Prera. Dans le journal, aujourd'hui est une journée sans presse au Sénégal. La journée sans presse au Sénégal à la une des médias du monde. RFI, dans sa dernière publication sur la question, annonce que c'est une journée bien suivie et que les médias n'excluent pas de la renouveler. Même son de cloche pour leurs confrères de France 24 qui, eux, mettent en avant les raisons pour lesquelles cette opération a été déclenchée. Une alerte sur la situation financière des médias, explique-t-il.
Jeune Afrique, lui, parle de cette journée, mais l'hebdomadaire estime que ce serait pour répondre à la pression d'Ousmane Sonko contre les organes de presse. La Voix de l'Amérique, elle, penche plutôt sur les difficultés que la presse vit. TV5 est revenu sur la journée qui, d'après lui, est très suivie dans le pays et qui est initiée par des patrons de presse. Mediapart aussi est entré dans la danse. Le site d'information parle d'une journée sans presse pour alerter sur les mesures fiscales et économiques des nouvelles autorités qui font craindre le pire. Africa News parle d'une journée pour protester contre les mesures de répression du gouvernement qui, selon le médium, voudrait réduire les libertés de la presse. La presse francophone, mais aussi la presse anglophone, Modern Ghana, The Point Newspaper à Banjul et Central TV du Nigeria se sont aussi fait l'écho de cette journée sans presse. Dans l'actualité également, la dissolution par le président de la République de la Commission nationale du dialogue des territoires. Parmi les raisons évoquées, la réorganisation institutionnelle des organes de l'État, la rationalisation des dépenses publiques et l'efficacité de la gouvernance publique. La Commission nationale du dialogue des territoires était dirigée par Benoît Sambou de l'Alliance pour la République. Consommation à présent, la facture céréalière salée pour bon nombre de ménages. Le prix du maïs et du sorgho particulièrement cher. Reportage au marché Sandaga de Pikine à Bifay. Cher sec, ce commerçant est entouré de ses sacs de marchandises. Encore, la cherté des prix a frappé son secteur d'activité. Cette fois-ci, elle concerne les produits céréaliers. Au marché syndicat de Pikine, le prix de beaucoup de céréales a connu une hausse considérable, une augmentation qu'il déplore. Le prix des produits céréaliers sont très chers pour dire vrai, mais il y en a qui sont restés constants. Les prix sont devenus très chers qu'auparavant. On s'en sortait bien. Maintenant, avec la hausse des prix, nos bénéfices sont réduits. Le maïs, le sorgho et le niébé ne sont pas épargnés. Le kilogramme de niébé a gravement augmenté. Nous l'achetions entre 600 et 700 francs. Aujourd'hui, nous l'avons à 1000 francs. Le niébé coûte 1000 francs le kilogramme auparavant. Il coûtait entre 700 et 800 francs. Le sorgho était fixé à 400 francs. Maintenant, le kilogramme coûte 500 francs, de même que le mil. Malgré la hausse de ces produits, ils se disent obligés de vendre pour éviter de perdre la clientèle. Nous faisons le nécessaire pour garder nos clients. C'est pour cette raison que nous continuons à vendre ces produits. Hormis la cherté de la marchandise, le prix du transport s'ajoute à leurs problèmes. Le gouvernement doit nous aider aussi à réduire le prix du transport. Nous ne pouvons pas acheter des produits très chers et payer encore un transport plus cher. L'État a l'obligation de soutenir tous les secteurs, même nous qui sommes dans l'informel. Les commerçants au marché syndicat de Pikine invitent alors le gouvernement à revoir la politique commerciale du pays. Le poisson également se fait rare, l'écosystème marin menacé, vous le savez, du fait des ordures et filets dormants qui polluent les côtes de Kayar. Les poissons ont tendance à fuir les zones de reproduction. Les pêcheurs et acteurs de la pêche de Kayar sont très inquiets, vous allez le voir dans ce reportage de Charanta Diop et Sey Latir. Kayar, une zone poissonneuse, mais l'écosystème marin est aujourd'hui menacé. Trouver du poisson continue de rester un casse-tête pour les pêcheurs de Kayar. C'est par rapport à cette situation que les acteurs de la pêche, en l'occurrence le CLPA de Kayar, les plongeurs, la direction de la pêche, ont tenté d'apporter des solutions. Et vous avez vu même constater qu'il y a beaucoup de décès qui étaient dans le sous-marin. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons mobilisé des pirogues et des non-vedettes de surveillance pour aller avec les plongeurs récupérer ces déchets dans les roches qui empêchent aussi les poissons de vivre correctement dans leur domicile. Il y avait presque une quinzaine de pirogues qui ont été mobilisées et les 3 vedettes qui nous servent de surveillance qui étaient partis avec nous, ainsi que les plongeurs, l'Association nationale des plongeurs du Sénégal, mais aussi le DSFM. Ces pêcheurs de Kayar ont aussi exposé les véritables difficultés auxquelles sont confrontés les plongeurs. On n'a même pas fait le tiers du travail. On n'a pas eu assez de matériel
pour récupérer ces déchets. C'est pourquoi nous lançons un appel à l'État du Sénégal de faire une grande mobilisation pour aller récupérer ces déchets qui empêchent les poissons de vivre correctement. Kayar fait partie des plus grands quais de débarquement de la pêche artisanale. Il y a quelques années, la production était estimée à environ 50 000 tonnes de poissons par an. Mais aujourd'hui, il y a une forte régression. Si Chiranta, et chaque année, la mer grignote des mètres de terre à Differ. Ce village, vous le savez, situé dans la commune de Palmarin, est menacé de disparition. Reportage édifiant de Abdoulaye Diop. C'est une mer agitée qui engloutit progressivement le village de Differ, situé dans la commune de Palmarin, dans la région de Fatick. Cette vidéo, devenue virale sur les réseaux sociaux, a attiré l'attention du public. Mais pour les habitants de Differ, ces images ne représentent qu'une partie de leur réalité. En effet, chaque année, la mer avance de plusieurs mètres. Et si cela continue, le village qui fait partie de l'aire marine protégée de Sangomar disparaîtra bientôt des cartes. Actuellement, l'urgence est que Differ pourrait devenir un îlot, car la seule voie terrestre menant au village risque de sombrer sous les eaux. Cette vieille dame vit dans une maison dont la moitié s'est complètement effondrée. Elle raconte qu'avant c'était une grande habitation où elle vivait avec son mari décédé il y a 4 ans et ses enfants. C'est au mois d'août 2023 que la mer s'est déversée sur sa maison. Tout cet espace faisait partie de la maison jusqu'à ce zinc en bleu. Chaque hivernage et les 3 mois suivants, la mer frappe fort. Nous avons l'habitude de dormir dans ces conditions, mais les voisins s'inquiètent de notre situation. Selon les notables de Differ, le village était rattaché à Sangomar, mais une tempête les a séparés en 1987. La distance entre Differ et Sangomar s'élargit de plus en plus. Aujourd'hui, elle est de 9 à 10 km. Et il y a même une île derrière, plus grande que Differ. Je me rappelle avoir travaillé dans une usine en 1992 qui se trouve aujourd'hui sous l'eau. À l'époque, il y avait des logements là-bas et derrière, il y avait un hôtel. Plus loin encore, il y avait un espace occupé par les eaux et forêts, puis une forêt jusqu'à Sangomar. On marchait jusque là-bas, mais c'est en 1987 que c'est devenu une île. 1987 la ko dagg def ko île. À 15h, pêcheurs, vendeurs et trieuses de poissons inondent la plage. Les poissons sont déposés ici et triés par ces femmes qui restent ici souvent jusqu'à 22h. Notre activité consiste à trier les poissons. On est payé 500 francs par caisse. Parfois, on les vend directement, on met les sardinelles de côté, puis on les achemine vers les fours ou bien vers les usines chinoises qui en produisent des aliments. L'enjeu pour la mairie, c'est aussi de protéger la réserve communautaire de Palmarin. Composée de 3 écosystèmes, cette réserve d'une superficie de 10 430 hectares est un site écologique qui attire beaucoup de visiteurs. À Differ, pour ne pas laisser la mer engloutir la seule route menant au village, un habitant de Palmarin s'est engagé à installer ses épis. Sa solution, lui aussi, n'a pas réussi. Mais plus tard, un habitant de Differ, Ismaël Keita, s'est essayé à cette tâche. C'est moi seul, Ismaël Keita. J'ai fait ce travail tout seul. C'était dur, car je suis tombé malade. J'ai laissé mon travail à la plage pour protéger le village.
Une autre méthode est utilisée par un chef religieux à l'extrême sud du village. Après plusieurs tentatives, Serigne Mamadou Lamine Gaye a construit un mur de plus de 100 mètres de longueur avec l'aide de ses disciples. Cet espace était sablonneux en 2005 et en 2016, l'espace s'est réduit peu à peu. Puis, vers 2020, la mer s'empare de plusieurs maisons. C'est alors que Serigne Mamadou Lamine Gaye, accompagné de ses disciples, a commencé la construction de ce mur. Sur ces images, on le voit en personne à l'œuvre. ngay gis ni ma jàkkaarloog yow nii jëm si plage bi nii foofu yëpp ndox mi da koo lekk mais sëñ bi yàlla na ko yàlla fay. Si tu regardes devant moi, là-bas la mer s'est fortement avancée et je prie beaucoup pour le marabout car c'est grâce à lui que cet espace est préservé. Aucune initiative des autorités n'a été signalée et les moyens de lutte contre l'érosion côtière à Diffère et à Palmarin sont très limités. Et si rien n'est fait, le village, avec ses habitants et son poids économique et touristique, risque de sombrer sous les eaux. Merci beaucoup Abdoulaye Diop. Dans l'actualité également, la question de l'insertion sociale des ex-combattants, une étape sensible dans la gestion du processus de paix. Les facilitateurs impliqués dans le processus de paix en Casamance développent des mécanismes pour favoriser une réinsertion huilée de ces ex-combattants dans le nouvel cadre social. La tenue d'une rencontre de partage entre jeunes chefs de village et élus territoriaux à l'initiative du Centre pour le dialogue humanitaire s'inscrit dans cette optique. Lamine Bandjong. La délicate phase qui consacre l'intégration sociale des ex-combattants retient l'attention des facilitateurs dans le processus de paix. L'objectif est de faire en sorte que cette étape cruciale s'effectue sans grande difficulté. Pour y arriver, le Centre pour le dialogue humanitaire a regroupé jeunes chefs de village et élus tous issus du Nord Signan et de la zone de Djakaï pour partager sur les thématiques de pardon et de réconciliation. Quand on parle de dépôt des armes, il y a une réinsertion et une réinsertion des ex-combattants dans leur village d'origine. Donc il est important qu'on puisse initier un échange pour pouvoir apaiser, comme je l'ai dit, des tensions qui pourraient éventuellement émerger dans cette zone de Djakaï et également dans le Nord Sindian. Dans une commune comme Djignaki, le retour des ex-combattants dans le cadre familial est une réalité, d'où l'urgence de surveiller cette transition afin d'éviter des chocs qui pourraient remettre en cause les acquis. La recommandation est du maire de Djignaki. Par précaution, quand même, il y a lieu quand même de surveiller un peu tous les bords parce qu'un processus de paix, il a des flux, mais il peut avoir des reflux. Et donc, c'est parce qu'il en est ainsi qu'il y a lieu justement de prendre toutes les dispositions et en particulier justement ces rencontres où il faille un peu discuter, capaciter, échanger. Dans ce processus, les initiateurs veulent surtout éviter de cantonner les jeunes à des rôles d'observateurs. On a ciblé les jeunes pour les engager à vraiment participer à la consolidation de la paix. Parce que nous savons tous que les jeunes sont acteurs. Donc pourquoi pas les engager à ce qu'ils puissent aussi participer à cette consolidation. On a vu que au moins qu'il y a un dépôt d'armes d'une fraction du MFDC, à savoir le Djakaï. Et donc, cette partie-là est pacifiée par l'État, est pacifiée par les acteurs eux-mêmes. Maintenant, il reste l'intégration sociale. Et cette intégration sociale ne pourra pas se faire sans les jeunes. Un listing des activités à dérouler pour réussir la transition dans la réinsertion sociale des ex-combattants est élaboré. HT promet de travailler à les mettre en pratique au bénéfice du processus de paix. Préparatif du Grand Magal de Touba, gestion des urgences sanitaires en cas d'accident et afflux massif de victimes durant le Magal. L'hôpital Matlaboul Fawzeni déploie les grands moyens pour prendre en charge les victimes à travers le plan blanc. Toutes les dispositions sont prises avec la collaboration du Centre des opérations d'urgence sanitaire selon le docteur
Matarlo, directeur du centre hospitalier Matlaboul Fawzeyni. Et puis le Grand Magal, l'événement religieux se prépare également dans les territoires. À quelques jours de l'événement, les talibés mourides de la région Matam ont tenu la journée régionale, une 10e du genre, une journée de prière et de partage entre les différentes confréries dans cette partie du pays. Ali Bandegnan. À quelques jours du Grand Magal de Touba, les talibés mourides ont communié avec les populations de Matam. Sous l'égide du Kourel Wadjal Magal, la communauté mouride de la région de Matam a encore une fois réuni les fidèles musulmans à une journée de prière. Lancée en 2014, cette initiative est mise en œuvre pour marquer à la manière le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, célébré le 18 Safar dans la ville religieuse de Touba. Bon, comme on a l'habitude de le faire, le Wadjal Magal, chaque année, on le fait. Un mois après le Magal de Touba, on fait une collecte de fonds à travers les fidèles talibés, ce qui nous permet aujourd'hui d'organiser notre 10e édition. La particularité cette année, c'est que cette association, elle est mixte. Dans cette association, on retrouve toutes les chefs religieux, toutes les ethnies. Ça, franchement, c'est un point fort qu'on salue. Actuellement, si on est là, on a une autorisation des autorités. Mais on lance un appel à toutes les autorités qui sont là. Que le Kourel Wadjal Magal est ouvert à tout le monde, sans exception. On comprend, chaque région a ses réalités. Mais nous remercions le bon Dieu, parce que nous sommes tous unis. Nous sommes là, nous travaillons dans la paix, dans la main. Là aussi, on le salue. Bon, on est en train de préparer le voyage pour le Grand Magal de Touba. Si vous voyez, nous, on célèbre cette journée, c'est pour faire profiter à la population qui ne peut pas partir à Touba. Occasion saisie par les talibés mourides, acteurs principaux du commerce, de lancer un appel du pied à l'endroit des nouvelles autorités du pays. Des berndels en faveur des chefs religieux de Matam, tout comme de Rossogui, pour démontrer encore une fois la bonne cohabitation entre talibés mourides et Tidjane. Des talibés mourides qui ont bouclé le tout par une séance de récital du Saint-Coran. Merci Ali. Et puis un mot de sport, emploi et insertion dans le cadre de la lutte contre le chômage. L'association Formation et Insertion des lutteurs du Sénégal continue sa mission avec un séminaire à Sébikotane en 2 phases dans le domaine de la garde rapprochée. Cher Sadibou Diarra. L'association Formation et Insertion des lutteurs du Sénégal apporte son expertise à la commune de Sébikotane. Elle y tient un séminaire en 2 étapes sur le self-défense et la sécurité. Nous avons formé 800 jeunes lutteurs, en plus de 200 autres jeunes. Ils ont eu à recevoir des formations diverses, 600 en sécurité et garde rapprochée, 200 en agriculture et les autres 200 en sérigraphie et infographie. Avant de faire une formation, il faut faire de la théorie. C'est pourquoi cette semaine, nous avons tenu un stage en sécurité, en garde rapprochée et en comité de vigilance sous la direction du service civique national, entre autres. Puis il y aura la pratique du 2 au 12 septembre prochain. Une initiative qui arrive au bon moment. Parce que ce n'est pas quelque chose de facile de former des jeunes. Toutes les jeunes d'aujourd'hui sont un peu éparpillés. Pour leur aider à avoir des emplois, il faut qu'on les forme pour avoir un bon emploi. Ça va être une formation accélérée, typiquement self-défense, supervision sur le sécurité. Parce que pour parler d'insertion, il faut avoir une qualification. La plupart des jeunes n'ont pas fréquenté l'école, bien ils ont abandonné très tôt. Et cette opportunité donc, leur offre une certaine qualification, leur permettant donc, une insertion dans le domaine de la sécurité. Et surtout, M. Mbouk a parlé tout à l'heure, ils sont en train de diversifier leurs activités dans le domaine de l'agriculture et infographie, donc c'est une chose à saluer. Donner un métier pour participer à la lutte contre le chômage, une noble mission qui, pour sa réussite, nécessite plus de soutien des autorités. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Soir d'info, la suite avec Pape Abdoulaye Der sur TFM.